Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un monde fascinant, l'anatomie d'un procès administratif. Imaginez un peu la scène, c'est presque théâtral. Vous avez un simple citoyen qui décide de se lever, d'y aller, et de contester frontalement une décision du puissant appareil d'État. Ce procès, ce n'est pas juste une banale confrontation juridique, c'est une véritable mécanique de précision, avec ses acteurs, ses codes et ses règles taillées sur mesure. Mais du coup, une question fondamentale se pose tout de suite. Comment est-ce qu'un individu isolé peut espérer se battre à armes égales contre la machine de l'État? Parce que, soyons clairs, la disproportion de force est totale. L'administration a pour elle la puissance publique, les dossiers, les budgets, les experts. Eh bien, la réponse à ce défi, elle se trouve dans la procédure elle-même. Les règles très strictes de ce contentieux n'ont pas été créées pour nous embêter, mais justement pour compenser ce déséquilibre de départ et transformer ce combat de David contre Goliath en un vrai débat équitable. Alors, au programme aujourd'hui, on va voir comment tout ça s'articule en 3 grandes étapes. 1. On va faire connaissance avec les acteurs du procès. 2. On verra ce qu'il faut pour déposer une requête valide. Et 3. On plongera dans la mécanique de la phase d'instruction. C'est parti. On commence donc tout de suite avec notre premier point, le casting, c'est-à-dire les acteurs de ce procès. Quand on regarde du côté des juges, la règle d'or imposée par le Code de justice administrative, c'est la collégialité. En gros, sauf exception, vous n'êtes jamais jugé par une seule personne. Et il y a un détail technique absolument crucial. La formation de jugement doit toujours, systématiquement, comporter un nombre impair de juges. Que ce soit 3 magistrats dans une chambre classique ou 17 pour les affaires les plus lourdes à l'Assemblée du contentieux, ce nombre impair est là pour une raison très pragmatique. Ça garantit qu'il y aura toujours une majorité lors du vote et donc jamais de blocage juridique. C'est mathématique en fait. Au sein de ce tribunal, il y a une distinction super importante qu'il faut faire car on les confond tout le temps. Le juge-rapporteur est le rapporteur public. Le juge-rapporteur, c'est un peu celui qui met les mains dans le cambouis. Il dirige l'instruction, épluche les dossiers, rédige le projet de jugement et bien sûr, il vote à la fin. Le rapporteur public, lui, c'est une vraie curiosité du système français. C'est un magistrat totalement indépendant qui va prendre la parole publiquement pour donner son opinion sur la solution juridique à adopter. Mais attention, le truc fou, c'est qu'il ne juge pas l'affaire, il ne vote pas, il ne participe même pas au délibéré secret. Son rôle, c'est d'éclairer le tribunal, pas de décider. Et de l'autre côté de la barre, on a les parties. D'abord le requérant, celui qui attaque. D'ailleurs, petite anecdote fascinante, il peut y avoir énormément de requérants pour une seule affaire. Dans le célèbre arrêt Alouache en 2005, ils étaient pas moins de 56 à s'associer pour contester l'état d'urgence. Face à eux, on trouve le défendeur, donc l'administration. Et au milieu de tout ça, il y a parfois des intervenants, comme des associations. Mais attention, depuis la jurisprudence Bénis de 2011, un intervenant ne peut pas débarquer juste pour donner son avis. Il doit impérativement choisir son camp et s'associer soit à l'attaque, soit à la défense. On passe au deuxième acte, comment déverrouiller les portes du tribunal, ou plus concrètement, comment déposer une requête valide. Il faut bien comprendre qu'on ne rentre pas dans un tribunal administratif juste parce qu'on est fâché contre l'État ou pour une question de principe. Il y a un énorme filtre à l'entrée qu'on appelle l'intérêt à agir. Concrètement, si vous attaquez une décision, vous devez prouver qu'elle vous touche directement et personnellement. Il faut un lien de proximité évident. L'idée, c'est d'éviter que les tribunaux soient complètement noyés sous des recours théoriques déposés par des gens qui ne sont pas vraiment concernés par l'affaire. Et ça illustre brillamment la façon dont la jurisprudence a serré la vis au fil du temps. Les célèbres arrêts Gicquel et Leroux, dans les années 50, ont posé une règle de fer. Un grief purement éventuel, ça ne suffit pas. Pour vous donner un exemple, vous ne pouvez pas attaquer la nomination d'un juge en vous disant « Oh là là, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour je serai jugé par lui ». Non, l'intérêt doit être certain, direct et exister au moment précis où vous déposez votre dossier. Mais attendez, ce n'est pas tout. En plus de l'intérêt à agir, le formalisme est absolument impitoyable. Vous avez un délai ultra strict, en principe de 2 mois pour agir. Il vous faut obligatoirement attaquer une décision préalable, car le juge ne statue que sur des actes qui existent déjà. Il faut signer le document, bien sûr. Et un truc historique complètement dingue, mais toujours d'actualité, votre requête doit impérativement être rédigée en français, une règle qui nous vient directement de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Oui, 1539. On arrive maintenant à notre 3e et dernière grande étape, la phase d'instruction, c'est-à-dire le cœur de l'enquête. Alors, la justice administrative a une particularité majeure. Sa procédure est dite inquisitoire. Ça veut dire que le juge n'est pas juste un arbitre passif qui regarde les avocats débattre. Non, c'est lui le patron de l'enquête. C'est un principe gravé dans le marbre depuis l'arrêt Coespel du Ménil en 1936. Le juge a le pouvoir de forcer l'administration à produire les documents nécessaires. Pourquoi? Toujours pour la même raison,
rétablir l'équilibre. Si le juge ne pouvait pas obliger l'État à ouvrir ses dossiers, le citoyen serait totalement coincé. Tout ça se déroule presque exclusivement par écrit, selon le principe du contradictoire. C'est comme une immense partie d'échecs. Le requérant dépose sa requête, le tribunal l'envoie à l'administration, qui répond avec un mémoire en défense, et là on a des allers-retours avec des répliques, des dupliques. La règle d'or, c'est que chaque nouvelle preuve apportée par un camp doit obligatoirement être transmise à l'autre pour qu'il puisse se défendre. Et ce balai d'échanges dure jusqu'à ce que le juge dise « stop » et prononce la clôture de l'instruction. Le point crucial qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que ce débat a une date de péremption très nette. L'arrêt Esclatine de 1998 l'a confirmé, le respect du contradictoire s'applique pendant toute l'instruction. Mais une fois que l'instruction est officiellement close, c'est terminé. La porte se ferme à double tour, on n'accepte plus aucun argument, et le juge s'isole pour préparer son jugement. Mais bon, c'est là qu'on a un vrai suspense procédural. Imaginez la scène. L'instruction vient tout juste d'être close, et là, bam, une preuve absolument capitale qui pourrait faire basculer toute l'affaire fait soudainement surface. Si on suit la règle à la lettre, on devrait l'ignorer. Mais ce serait quand même fondamentalement injuste, non ? Heureusement, le droit prévoit une porte de sortie, et c'est la fameuse jurisprudence Lassus de 2014. Dans ce cas ultra précis, le juge est obligé de rouvrir l'instruction. Mais, car il y a un grand mais, il faut remplir 2 conditions objectives et cumulatives. 1. Il faut prouver qu'il était matériellement impossible de fournir cette preuve avant la clôture. Et 2. Il faut que cette pièce soit tellement importante qu'elle ait une incidence directe sur le jugement final. Si vous avez les 2, le débat reprend. Alors, pour conclure tout ça, on a vu que de ce nombre impair de juges jusqu'aux conditions super strictes pour rouvrir une instruction, tout est une question d'équilibre. Ces règles incroyablement formalisées, elles sont là pour servir de bouclier aux citoyens face à l'État. Mais le revers de la médaille, c'est qu'un jour de retard ou un formulaire mal rempli et votre recours finit à la poubelle. Alors, je vous laisse avec cette réflexion. Est-ce que cette rigueur chirurgicale est notre meilleure garantie pour une justice équitable ou est-ce que ça devient un mur infranchissable pour le citoyen ordinaire ? C'est toute la complexité du procès administratif. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle analyse.